plein de choses. Donc il faut peut-être modifier les règles, et il y a eu des démonstrations simples. Le hockey sur glace l'a très bien fait. Maintenant, dans le hockey, c'est interdit de rentrer en collision. Vous savez, les joueurs de hockey, ils se tapent dessus sur la balustrade, ils s'en cassent sur la balustrade chacun. Ça, c'est interdit jusqu'à l'âge de 16 ans, et ça a fait diminuer par plus de la moitié le nombre de commotions cérébrales. C'est simple, mais il faut encore le faire. Est-ce qu'on peut le faire en pratique au rugby? Moi, j'en avais discuté à l'époque avec Didier Retière, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Mais chez les jeunes joueurs, d'interdire les percussions directes ou les plaquages à deux ou favoriser les jeux de mouvement, probablement, ça je ne sais pas très bien où ça en est, je ne suis pas technicien de rugby, mais il y a probablement des choses à faire là pour limiter les contacts, limiter les impacts à la tête. Le protège-dents, il y a quelques études qui ont montré que c'était intéressant et ça a été démontré principalement aussi dans le hockey. On n'a pas retrouvé ça dans le rugby, parce que c'est un problème d'échantillons et d'études, mais ça réduit quand même de près d'un tiers le nombre de commotions cérébrales, l'incidence des commotions cérébrales. Pourquoi? Parce que quand on a un protégé au moment de l'impact, on contracte de façon considérable ces muscles cervicaux, et donc on limite les mouvements de la tête. Et donc plus on va limiter les mouvements de la tête, plus on va réduire l'énergie cinétique qui va se produire dans la tête, et surtout les effets inaxiales, les mouvements de la tête. Donc ça, c'est intéressant. Les programmes d'échauffement, ça c'est capital, c'est qu'il y a des belles études qui ont été faites qui montrent que quand on réalise des programmes d'échauffement neuromusculaire au moins 3 fois par semaine, de façon très, très protocolée, de façon particulière, c'est vrai pour les blessures, mais c'est aussi vrai pour les commotions cérébrales de façon curieuse, mais on va limiter le nombre de commotions cérébrales comme le nombre de blessures. Donc ça veut dire que quand on fait du rugby, il ne faut pas s'échauffer 5 minutes, mais il faut faire des vrais programmes d'entraînement neuromusculaire pour limiter la casse. Bon, c'est un message simple, mais c'est démontré en tout cas. Il faut encadrer la prise en charge, ça veut dire qu'il faut les prendre de façon optimale pour réduire un peu l'incidence. Plus les joueurs sont prévenus, plus les joueurs sont bien pris en charge, et moins il y aura de commotions cérébrales. Il y aura toujours des commotions cérébrales, mais ça va en réduire l'incidence. Et puis l'étape suivante, c'est diminuer le nombre et l'intensité des impacts. Alors ça, comment faire ça? Eh bien là, pour le coup, il y a des programmes qui doivent être, il faut limiter, alors en particulier, c'est surtout les joueurs professionnels qui sont concernés là, parce que c'est ceux qui passent leur temps tous les jours à se taper la tête, donc il faut probablement limiter le nombre d'entraînements avec contact, il faut probablement limiter le nombre de matchs. Ça, c'est une autre affaire, et ça, c'est beaucoup de politique, mais voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques arguments pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est une pathologie qui intéresse tous les sports, et que c'est le problème de ces conséquences tardives qui inquiètent tout le monde, et il faut pouvoir donner quelques éléments de réponse à ça. Et puis voilà, la première des choses, c'est qu'il faut réassurer les personnes. Quand on a une commotion cérébrale, en soi, c'est pas grave, on va récupérer, on va repartir, ça c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est être vigilant pour bien les prendre en charge, et puis surtout éviter qu'ils en répètent de trop. Donc il faut aussi regarder les comportements à risque des joueurs et des joueuses, ceux qui mettent la tête en avant tout le temps. En gros, le message, c'est peut-être qu'on ne joue pas avec sa tête, on joue avec sa tête pour regarder ce qui se passe, mais on ne joue pas avec sa tête organe pour taper dedans comme un bébé. Voilà. Et si ça vous intéresse, on avait publié ça au ministère sur toutes les données de la prise en charge de la commotion cérébrale pour tous les sports. Je vous remercie. Merci Philippe pour ce topo. Est-ce qu'il y a des questions? Philippe? Oui? Bonjour. Une protection, ce serait des entraînements neuromusculaires. Neuromusculaires, ça veut dire quoi? Des échauffements neuromusculaires. Ça, je vous invite à regarder ces publications-là. Je ne suis pas non plus kinésithérapeute d'échauffement, mais ça veut dire qu'il faut s'entraîner il y a probablement de la musculation et des skills, ce que vous appelez des skills, non, si c'est bien ça que vous appelez ça, je ne sais pas, mais pour des mouvements rapides, répéter des mouvements rapides pour bien s'échauffer, avant de rentrer dans le contact, il faut vraiment être en bonne condition et avoir toutes les réactions nécessaires, c'est tout. Mais je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre très précisément, mais on peut vous faire passer les publications sur ce sujet-là. Voilà.
Pardon, la réponse piètre pour cette question. D'accord, d'autres questions? Voilà. Vous parlez du protégement de production d'impact. Qu'en est-il du casque, par exemple? Alors le casque c'est bien. Alors quand on prend un coup, on a ce qu'on appelle des lésions de contact, c'est-à-dire on soude la peau, on se casse quelque chose directement là. Ça c'est ce qu'on appelle les bons contacts. Puis après il y a toutes les lésions inertielles. Quand il bouge, quand on change là, ça part dans tous les sens et l'énergie est dissipée. Et le casque, ça protège des lésions de contact. C'est-à-dire quand on met un casque, évidemment, on ne va pas se faire de pluie sur la tête. Et on va amortir un tout petit peu l'énergie cinétique, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que vous voyez bien que là où il y a aussi beaucoup de commotions cérébrales dans le football américain, ils sont lourdement testés. Et ils font quand même des commotions cérébrales. Donc ça rassure quand même pas mal de gens de porter des casques. Ça limite les lésions de contact. Ça peut atténuer un tout petit peu l'énergie. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il faut se méfier de son effet pervers qui dit que quand on met un casque, on est encore plus costaud et on y rentre encore plus vite. Il faut aussi se méfier de ça. Sinon, c'est pas trop une mauvaise idée de faire ça. Puis ça rassure les parents aussi. Donc faut plutôt, moi je suis plutôt à les encourager. Merci Philippe. Question pour vous et aussi pour Thierry Eliès. On est très sensible dans les clubs à la détection. Mais on est aussi très démunis sur la reprise d'activité, parce que les déserts médicaux, ça existe en Ile-de-France, et on tombe parfois sur des médecins qui ne comprennent pas ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, parce que dans leur parcours de formation, ils n'ont pas été sensibilisés à ça. Alors ma question pour la Ligue, mais peut-être avec votre soutien, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un annuaire, un réseau, un maillage du territoire avec des médecins qui peuvent accueillir nos pratiquants pour la reprise d'activité? Oui, vous avez raison. Je peux même vous dire que pour la traumatologie cérébrale, c'est quasiment pas enseigné à la faculté, même pas dans le sport, sauf les trucs graves. Ça, c'est bien enseigné, parce que c'est arrivé à l'hôpital, mais toute la traumatologie légère, qui est 80 à 90% des traumatismes cérébraux, encéphaliques, ça, c'est pas enseigné vraiment à la faculté. Ça dépasse largement le cadre du sport, c'est une autre question, mais vous avez complètement raison. Donc souvent, les médecins généralistes sont démunis, et puis ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de dépister les choses persistantes et pour rattacher des gens qui ne vont pas bien à ce qui leur est arrivé un mois avant, le médecin ne va pas forcément faire le lien avec tout ça. Donc ce n'est pas du tout évident. Et vous avez raison, c'est un vrai problème auquel on se heurte depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a des projets de travailler avec... on a déjà déposé plein de demandes et j'espère qu'un jour on va aboutir à faire... une plateforme de télémédecine et de télésuivi de la commotion cérébrale. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, par exemple, depuis l'hôpital où je travaille, mais ça veut dire que je prends en charge toutes les commotions d'Île-de-France, mais par exemple, on prend en charge toutes les commotions cérébrales du club de Pau, du club de Perpignan, du club de Vannes. On fait tout par télémédecine. Et ça marche très bien. Donc c'est probablement la solution, parce que trouver des médecins sur le territoire et puis demander à ce que des joueurs aillent chez un médecin qui est parfois un peu éloigné, c'est très compliqué. Alors de chez soi, on peut avoir accès à faire venir un médecin qui vous règle le problème, parce qu'on peut faire plein de choses avec la télémédecine. Donc, on est en cours, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, mais il faut des finances publiques pour ça, et ça ne vous a pas échappé que les finances publiques sont un peu en délicatesse. Pour compléter un peu la réponse, alors effectivement, il y a normalement un médecin responsable par département au sein de la Ligue, et en plus peut-être s'orienter sur des médecins du sport, des traumatologues, ou des neurologues, plus que sur des généralistes qui ont peut-être plus l'habitude. Alors, il n'y en a pas forcément partout, c'est un peu compliqué, mais essayer d'avoir parfois un médecin un peu fléché par club, qui connaît un peu ses pathologies. Effectivement. Bon, moi je vais compléter ce qu'a dit Philippe. Il y a ce projet de plateforme, quand on parle depuis pas mal de temps. On a d'ailleurs tourné un petit film ensemble pour essayer d'obtenir la création de cette plateforme d'accompagnement sur les commotions, donc il y a une vraie volonté. Après, ça va être le travail aussi à la commission médicale, de voir comment on peut structurer, en tout cas, peut-être avoir un annuaire avec quelques médecins, un référent, en appui avec les médecins, comme tu as dit, départementaux, sachant que, comme tu l'as très bien dit, la formation présente peut-être des lacunes dans le parcours de formation des médecins, mais voilà. L'idée, en tout cas, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne banalise pas cette problématique,
faut pas être dans l'obsession, mais c'est important de la prendre en compte. Et forcément, on doit apporter des réponses et faire en sorte que les gens qui sont victimes d'une commotion puissent se rétablir et être bien accompagnés. Voilà, donc c'est un enjeu. Je pense qu'on en parlera aussi avec la Fédé. Ça fait partie des développements qu'on voudrait avoir et apporter plus de sécurité. Ça revient à ce que j'ai dit. On peut pas dire qu'on veut augmenter le nombre de licenciés sans apporter aussi un certain nombre de garanties sur la santé des pratiquants. Donc voilà, c'est partie des services sur lesquels on a travaillé, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place et on va essayer d'avancer là-dessus. Parfait, merci. Il y avait d'autres questions? Oui. Merci. La question pour vous, professeur Blake, mais aussi peut-être pour M. Capel, c'est le rugby, on est un peu en avance en fait sur le suivi des commotions par rapport aux autres sports, on a pris le sujet à bras-le-corps. Mais en fait, quand on est dans les clubs, on ne connaît pas forcément l'historique des joueurs de d'autres sports, et donc des commotions, et aussi on peut se dire que même si on prend les précautions au niveau rugby, le gamin il peut retourner en cours de PS, il peut retourner dans d'autres activités où il n'y aura pas la même sensibilisation. Ma question, Julien, c'est est-ce que vous avez connaissance, et à mon avis c'est l'avenir, peut-être d'une plateforme pluridisciplinaire interfédération, où il y aura un suivi des commotions individualisé plutôt que dans un sport, mais plutôt qui suit la personne. Il faut demander au catcheur. Tu vois bien, Olivier, c'est le monde idéal. On a beaucoup de projets. On est probablement en rugby en avance comme l'a dit Philippe sur tous les sports, que ce soit à l'échelle de la France, mais à l'échelle internationale aussi. Il y a des outils qui arrivent, des petites applications qui vont pouvoir être utiles. Ça va arriver. C'est juste qu'on puisse cadrer. Il y a déjà des choses qui se font. Il y a la télémédecine, mais il y a aussi du monitoring de patients graves aujourd'hui qui existent, qui sont référencés par l'HAS, qui sont sur des applications de smartphones. Et donc on a une société là, qui va se présenter à nous, qui suit des insuffisants cardiaques, des insuffisants rénaux, qui dit qu'il y a un projet à faire probablement sur la commotion cérébrale. Et donc effectivement, ça répondra à tes questions. Avoir des petits tests cognitifs pour se tester, avoir des infos, et puis à partir du moment où tu as eu une commotion cérébrale, être incrémenté dans cette application, et puis le médecin, peut-être à distance, lui dit ok, tu fais reprendre l'école, oui, ok, tu reprends le sport, mais ça va sortir, mais on est déjà bien avancé sur pas mal de choses, ça sera, je pense, peut-être avant la fin du mandat de Jean-Henri, j'espère, mais Ouais. Mais là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on a un peu du temps devant nous pour le mettre en place, il ne faut pas se précipiter, il y a des choses à faire. Ouais. C'est pas demain, mais peut-être dans 2 ans, oui. Moi, je vais juste peut-être dire 2 mots sur ce sujet-là en plus. On a animé au ministère tout un groupe de travail pour simplement harmoniser les pratiques dans tous les sports. C'est déjà la première chose, c'est déjà que les médecins soient d'accord quand ils parlent de la commotion cérébrale et c'est quoi. Et je peux vous dire que parler à un boxeur de ce que c'est que la commotion cérébrale, c'est pas la même chose qu'au rugby. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de chaos technique, de ci, de ça, et qu'il y a plein de circonstances dans la boxe où on est manifestement commotionné, mais eux, ils ne considèrent pas ça comme de la commotion cérébrale. Donc il fallait déjà harmoniser les pratiques, ce qui est déjà un taf médical très important. On a pondu un document, mais pour qu'il soit encore suivi des faits, il y a encore du travail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour répondre à ça, c'est que la commotion cérébrale, pratiquer du sport, ça fait partie de la vie. Quand vous prenez une voiture, vous savez que vous êtes exposé à des accidents de voiture, et voilà, vous prenez ce risque-là. Quand vous fumez, même si c'est écrit sur le paquet, vous savez que vous risquez des choses. Eh bien, pour la commotion cérébrale, c'est un peu pareil. Et peut-être une précaution à faire, c'est avant de démarrer une chose, on peut demander aux joueurs de certifier sur l'honneur ou à ses parents de dire voilà mes antécédents. S'ils veulent le cacher, c'est bien de leur responsabilité, mais c'est pas de la vôtre. Donc c'est aussi un problème, ça. Très bien, merci. On va répondre encore une fois, parce que ça me revient à l'esprit. Il y a des freins à ce qu'on mette en place des systèmes de monitoring qui seront sûrement mis d'abord dans le rugby et après pour les autres sports. En France, on a une réglementation qui est très compliquée, c'est la CNIL, donc c'est le comité
liberté, et avec des règles qui sont les RGPD, qui protègent les données personnelles. Donc ça passe par les services juridiques de la fédération, qui disent, voilà, c'est une usine à gaz de truc, donc il faut passer des étapes. Après, il y a FFR 3.0 qui sera sûrement le support, donc c'est encore une autre étape, c'est le service TSI. Et puis après, il y a tout ce qui va être partenariat et financement. Donc oui, c'est dans les clous, mais il y a des étapes à passer. Parfait, merci.